Bonjour à tous, c'est Saliste, et on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo théorie sur la fin de My Hero Academia. Avant de commencer et de rentrer dans le cœur de la vidéo, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la regarder avant celle-ci, puisqu'elle va permettre de poser les bases de la théorie que nous allons expliquer dans cette vidéo. La première partie est en fiche en haut à droite de votre écran, vous pouvez cliquer dessus et aller la regarder, puis revenir sur cette vidéo une fois que vous avez terminé. Pour ceux qui ont déjà vu cette première partie, nous allons pouvoir rentrer dans le cœur de la théorie. Donc dans cette seconde partie, nous allons partir du principe que All for One et son frère sont à l'origine des alters, comme dit à la fin de la première partie. Générique. Donc, avant toute chose, revenons sur la nature spécifique du All for One et du One for All. Dans la première partie, j'avais dit ceci. Quelque chose me perturbe assez fortement concernant le premier utilisateur ainsi que All for One, c'est la nature de leurs alters. Leurs deux alters sont, bien que très éloignés, assez similaires sur un point. Ils concernent tous les deux le monde des alters de manière générale. Même un autre personnage actuellement issu de la 5ème génération qui possède un alter très singulier comme Eri n'a pas un alter qui touche directement aux autres alters. Or, beaucoup m'ont fait remarquer que Aizawa et Monoma ont tous les deux un alter en lien avec les alters. Mais il ne faut pas oublier que leurs alters sont de 4ème et de 5ème génération. Prenons un exemple concret. Imaginons un personnage de génération 1 qui contrôle le feu. Son alter est donc en lien avec un élément existant depuis toujours, l'élément du feu. Rien de particulièrement spécial dans ce cas. Maintenant revenons à Aizawa et Monoma. Leurs alters sont en lien avec les alters. Ceux-ci existent depuis au moins 100 ans avant la naissance de Aizawa, si on se base sur l'âge approximatif de All for One que nous avions calculé dans la vidéo première partie. Donc on peut imaginer que par une sorte d'adaptation progressive des alters, ceux-ci peuvent interagir les uns avec les autres. Aizawa et Monoma sont nés dans un monde où les alters existaient déjà depuis longtemps, alors que All for One et son frère sont nés dans un monde sans alters, et c'est surtout ça qui les rend uniques. Quand on y réfléchit, le fait que leurs alters soient en lien avec les alters de manière générale, c'est assez spécifique étant donné que dans le monde dans lequel ils ont grandi, évolué et dans lequel ils sont nés, le principe d'alter n'existait même pas, alors que là où Aizawa et Monoma sont nés, c'est-à-dire dans un monde où les alters existaient déjà depuis très longtemps, c'est beaucoup plus logique, ou du moins beaucoup moins spécifique et beaucoup moins surprenant de voir des enfants, Aizawa est maintenant un adulte, mais bon, vous avez compris, de voir des enfants avec des alters qui sont en lien avec les autres alters. Bien, maintenant faisons un point sur la dualité entre le One for All et le All for One. Il y a une chose qui me perturbe énormément dans le One for All. Nous savons qu'il s'agit d'un alter de transmission à l'origine qui a été combiné de force par All for One à un alter d'accumulation de force physique. Donc, voici ma question. D'où viennent les vestiges ? Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, les vestiges, c'est cette espèce de bulle d'univers au sein du One for All, à travers lequel Izuku peut interagir avec les anciens possesseurs du One for All. Sachant que le One for All est un mélange de deux alters, comme dit précédemment, transmission et accumulation de force, il est assez logique que la partie vestige du One for All provienne du côté transmission de l'alter, puisque l'accumulation de force n'a a priori rien à voir avec le fait que Izuku puisse communiquer avec les anciens possesseurs du One for All, puisqu'il s'agira plutôt de la partie transmission qui aurait un lien de près ou de loin avec le fait de pouvoir communiquer avec d'autres gens à qui on a déjà transmis l'alter. Donc selon moi ce serait l'alter originel du premier utilisateur qui serait en lien avec le fait qu'il y ait les vestiges du One for All. Sans même avoir l'accumulation de force dans le One for All, ce serait pour moi cette partie transmission qui sera en lien avec le fait de communiquer avec les anciens utilisateurs. Maintenant, pour rentrer plus en détail, je vais devoir spoiler le manga. Donc rendez-vous à ce timecode qui s'affiche sur votre écran pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Pour les autres, nous allons revenir lors du dernier arc. Lorsque Izuku s'est retrouvé dans les vestiges, on le voit interagir avec Nanashimura, mais également avec le frère de All for One
et ce de manière très limpide. Il les comprend parfaitement, il est capable de communiquer avec eux. Malheureusement, bon, il peut pas le faire à ce moment-là puisque sa bouche n'est pas accessible dans les vestiges, donc il peut pas communiquer avec eux, mais il peut communiquer du regard. Il a de plus en plus de parties de son corps qui se manifestent au sein des vestiges, sûrement pour essayer de représenter l'évolution d'Izuku avec le One for All. On sait que Izuku dans le dernier arc utilise le One for All à environ 45%, donc on va arrondir à 50. On va dire que Izuku est capable d'utiliser la moitié du potentiel du One for All, et si on regarde cet extrait des vestiges, on peut voir qu'environ la moitié de son corps approximativement se manifeste dans le One for All. Donc les parties de son corps qui se manifestent dans le One for All sont relatifs à son pourcentage de maîtrise de l'alter. Il est tout à fait logique du coup que quand Izuku maîtrisera le One for All à 100%, on pourra avoir accès à son corps complet dans les vestiges et il pourra communiquer, interagir avec les autres, bouger, se déplacer dans les vestiges de manière totalement libre. Maintenant, si on revient dans ce chapitre dans lequel on voit Izuku dans les vestiges lors du dernier arc, il y a selon moi 2 éléments qui sont vraiment importants et significatifs à retenir lors de ce chapitre. Premièrement, on peut voir que All for One et Shigaraki ont réussi à rentrer dans les vestiges, ce qui signifie qu'ils ont la capacité d'interagir directement avec le noyau du One for All et donc avec sa partie transmission de l'alter. Donc ils peuvent sûrement le faire probablement avec l'intermédiaire du All for One, donc l'alter du All for One qui permet d'interagir avec n'importe quel autre alter. Cela dit, ça reste quand même assez spécifique le fait que All for One et Shigaraki arrivent carrément à rentrer dans les vestiges. On sait que l'alter d'All for One, l'alter du All for One, permet de prendre, garder et redistribuer des alters. Mais rien ne dit qu'il a accès à l'alter quand il est encore dans une autre personne. On n'a jamais vu All for One contrôler une autre personne sans utiliser un autre alter intermédiaire, juste par l'intermédiaire du All for One, donc par l'intermédiaire de son alter originel. Là, en essayant de voler le One for All, il a réussi à pénétrer dans les vestiges, ce qui est quand même assez surprenant et assez impressionnant de la part de All for One. Un autre point très important à noter lors de ce chapitre, c'est que le premier possesseur du One for All peut lui-même interagir à travers Izuku et les vestiges pour repousser All for One et Shigaraki. Ça prouve bien qu'il y a un lien particulier entre le One for All et le All for One. Le fait que le premier possesseur puisse comme ça interagir directement avec les vestiges et repousser une attaque du monde extérieur qui vient de All for One ou de Shigaraki, même des deux, alors qu'il est mort depuis plusieurs générations et qu'il se manifeste uniquement à travers le noyau de l'alter, prouve bien que ses pensées, son ADN sont vraiment ancrés dans le One for All, dans le noyau du One for All, et qu'il est capable d'interagir avec le monde extérieur, ou du moins avec les attaques envers le One for All directement. Ce qui prouve bien, et qui rejoint un peu ma théorie sur la véritable nature du One for All, que la volonté du premier utilisateur est capable d'interagir avec le reste du monde et avec surtout les possesseurs actuels du One for All, c'est-à-dire Izuku, All Might et les anciens possesseurs, les uns après les autres en fait. J'aimerais aussi revenir sur le fait qu'il s'agit du seul alter que All for One n'a pas réussi à prendre, et ce, même avec l'aide de Shigaraki. Alors, ce lien spécial vient peut-être du fait que All for One et le premier possesseur sont tous les deux frères. Mais si leurs alters sont à l'origine de tous les autres alters, cela explique peut-être également ce lien spécial. Maintenant, revenons à la théorie. Voici ce que j'ai à vous proposer. Et si, à l'origine, la transmission d'alters et le All for One, donc les deux alters originaux des deux frères, étaient un seul et même alter? Alors, je vais pas rentrer dans les détails de où proviendrait cet alter originel, on manque d'informations à ce sujet. Mais ce qui me fait penser ça, c'est que au-delà de la dualité entre les deux, il y a une forme de complétion. Le One for All et le All for One ont leur nom construit en miroir, l'un représente le bien et l'autre le mal, l'un signifie un pour tous et l'autre tous pour un. Il y a une réelle volonté de la part de Horikoshi de montrer une vraie dualité entre les deux alters et de les opposer complètement. Cela dit, cela veut aussi dire qu'ils se complètent. Parce que quand on y réfléchit, qu'est-ce que All for One peut faire? All for One peut prendre, garder et redistribuer les alters qu'il a déjà pris auparavant. Ce qui signifie qu'il ne peut pas donner son alter. All for One ne peut pas donner le All for One. Il peut pas transmettre le All for One. En tout cas, ça fait pas partie de son alter. La preuve, c'est qu'il a eu besoin d'un médecin pour transmettre le All for One à Shigaraki. Ce qui signifie que de lui-même, il n'est pas capable de transmettre son alter d'un coup. Il peut transmettre les alters des autres qu'il a déjà récupérés, mais pas la capacité de voler des alters.
Ça, c'est son alter propre à lui, c'est le All for One, et il ne peut pas le transmettre de lui-même. Alors que, à l'inverse, son frère, son seul alter, donc lui n'a pas accès aux alters des autres, mais son seul alter à lui, c'est de transmettre son alter. C'est-à-dire la seule chose qui manque à All for One. Ce qui montre bien qu'il y a une espèce de complétion des deux alters, que les deux alters se complètent. Cette dualité et cette complétion me fait fortement penser au principe du yin et du yang. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le yin et le yang, vous connaissez au moins ce logo qui s'affiche à votre écran, et comme le dit la page Wikipédia du yin et du yang, ce ne sont en rien des substances, ni des forces ou des énergies, mais ce sont simplement des étiquettes pour qualifier les composantes différentes d'une dualité qui sont à la fois opposées et complémentaires. Le yin et le yang sont donc deux étiquettes, deux noms, servant à qualifier le bien et le mal. Ils sont opposés, mais se complètent, et la partie la plus importante, c'est qu'ils représentent un tout. Puisqu'ils se complètent, le yin et le yang, une fois combinés, représentent une sorte de tout. Si on transpose ça à My Hero Academia et qu'on compare ça au One for All et All for One, si le All for One représente le mal et le One for All le bien, alors tout comme le yin et le yang, ils forment peut-être à l'origine un seul et même alter, un tout. Mais vous allez me demander, sa liste, c'est quoi le rapport avec la fin de My Hero Academia? Eh bien, j'y viens. Si ces deux alters sont à l'origine de tous les autres alters et constituent une balance entre la bonne utilisation des alters et la mauvaise utilisation des alters, c'est-à-dire une balance entre le bien et le mal. Peut-être que si les deux alters disparaissent, les alters d'une manière générale vont disparaître. Les alters sont apparus de manière soudaine, sans vraies explications, et sont devenus au fil des générations de plus en plus communs. En parallèle de ça, la puissance du One for All et du All for One n'a fait que augmenter. Si les deux venaient à disparaître, que ce soit par la mort des possesseurs ou pour X raisons, nous pourrions éventuellement assister à une disparition progressive des alters. De moins en moins de bébés naîtraient avec un alter, ce qui conduirait petit à petit à une disparition du paranormal. Pour conclure et synthétiser la théorie pour que vous compreniez bien l'idée derrière, le One for All et le All for One représentent un équilibre au sein des alters, l'un représente le bien et l'autre le mal. Si ces deux alters sont à l'origine de tous les autres alters, et que cet équilibre entre le bien et le mal est rompu, alors on peut penser que tous les alters disparaîtront progressivement avec de moins en moins de naissances avec alter. Si on y réfléchit 2 secondes, c'est assez logique de se dire que si le One for All et le All for One sont ce qui a créé les alters, si ils disparaissent, peut-être que les alters disparaîtront aussi. Alors bien évidemment, je vous parle pas des gens qui ont déjà un alter qui du jour au lendemain vont perdre leurs alters. Pour moi, ça se passera pas comme ça. Si le One for All et le All for One disparaissent d'une quelconque manière à la fin de My Hero Academia, alors on peut penser que de moins en moins de bébés naîtront avec des alters, ou même plus aucun bébé ne naîtra avec un alter, ce qui fait que au fur et à mesure du temps, tous ceux qui avaient un alter finiront par mourir de vieillesse, et on n'aura plus personne avec un alter. Maintenant, si on rentre dans le détail de ce qui conclurait My Hero Academia, on peut penser à un combat final entre éventuellement Izuku et Shigaraki, ou Izuku et All for One, en fonction de qui sera le grand vilain de My Hero Academia, même si j'ai ma petite préférence pour Shigaraki, mais ce qu'on peut dire, c'est que lors de ce combat, éventuellement, peut-être qu'ils mourront tous les deux, ou l'un des deux mourra et l'autre décidera de mourir avec son alter sans le transmettre, ou pour X raisons. On peut penser que si ces deux alters disparaissent, alors l'équilibre entre le bien et le mal est totalement rompu, ou du moins il se rééquilibrera au fur et à mesure du temps. En fait, le truc c'est qu'on pourra pas avoir juste un One for All, ou juste un All for One. On peut pas avoir la disparition de l'un et pas de l'autre, parce que comme ils sont complémentaires et s'opposent en même temps, pour moi c'est assez logique que s'il y a le bien, il y a le mal. Il peut pas y avoir juste le bien et pas le mal, ça détruit cette espèce d'équilibre. Si on devait faire un parallèle avec Star Wars, ça détruit l'équilibre de la Force s'il y a plus de Jedi que de Sith, et quand un Jedi naît, un Sith naît. C'est pareil dans My Hero Academia, il y a ce même principe, puis Horikoshi est un très grand fan de Star Wars, je le rappelle, ça reste un des principes fondamentaux du bien et du mal, que l'un engendre l'autre et que le bien et le mal sont complémentaires et doivent vivre ensemble. Ce qui me fait conclure que si ces deux alters disparaissent, celui du All for One et du One for All, il y aura une disparition globale des alters et le monde de My Hero Academia deviendra petit à petit comme notre monde à nous, c'est-à-dire un monde avec des gens qui font le mal, des gens qui font le bien, mais sans forcément d'alters, juste des policiers, des pompiers, tout ça, et des cambrioleurs, des voleurs, ce genre de choses.
mais voilà quoi, on aura juste un monde qui se sera normalisé au fur et à mesure du temps. Alors on peut partir du principe que ça prendra environ 5 générations, puisque ça a pris 5 générations aux haltères de se devenir jusqu'à 80% de la population, jusqu'à avoir 80% de la population qui a un haltère, ça a pris 5 générations, donc éventuellement 5 générations devront suffire pour que tous les haltères disparaissent à terme. Voilà. C'était la théorie, j'espère que ça a été très clair, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, si jamais il y a des choses qui vous paraissent pas claires ou que j'ai pu faire des erreurs, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, restez cordial, n'insultez pas les autres, c'est très important de respecter le point de vue de tout le monde, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater, ainsi qu'à activer la cloche, ça me ferait très plaisir et vous serez au courant de toutes les futures sorties de vidéos, vous pouvez également me rejoindre sur Twitter pour être au courant de tout et sur Discord pour discuter avec la communauté, tous les liens sont en description. C'était Sadiste, salut!